Voilà, nouvelle table ronde pour ce 6e colloque national du CER, le syndicat des énergies renouvelables, placé sous le signe du photovoltaïque. Je suis très content d'accueillir pour cette nouvelle table ronde autour du thème de la mobilisation du foncier, parce que, bon, oui, en tant que néophyte, je le disais, développer du panneau solaire sans avoir de foncier, ça paraît absolument incohérent et irréalisable. La disponibilité du foncier est donc centrale. De leur côté, l'État et l'armée, notamment, s'engagent pour donner des opportunités à cette filière. On va en parler avec le général Fontan, qui est le patron, le directeur central de l'ESID. Bon, moi que j'appelle en général le service d'infrastructure de la défense, mais on va revenir sur le sujet, ça vous va? Avec Vincent Reynaud qui est à distance, qui nous entend, qui est le président de la commission environnement de l'Union nationale et producteur de granulats. Et puis sur ce plateau aussi, Thierry Vergnaud, le directeur du développement d'Iberdrola France. Soyez le bienvenu, monsieur Vergnaud. Et puis Olivier Vermorel, directeur adjoint de l'ingénierie de la maîtrise d'ouvrage de VNF. Alors VNF, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous dis que ce sont les voies navigables de France, là, ça vous parle davantage. On verra un peu l'histoire d'amour entre les voies navigables de France et ces énergies renouvelables. Mon général, j'aimerais commencer avec vous. Ministère de la Défense, on le sait pas suffisamment, en tout cas moi je l'ignorais. C'est un très très gros service que vous dirigez, 7000 personnes, un budget annuel de quasiment 2 milliards d'euros. C'est conséquent et parmi les multiples missions qu'a l'ESID, il y a celle notamment de pourvoir l'achat et l'énergie, d'approvisionner en énergie le ministère de la Défense. J'ai bien résumé. Vous avez résumé, je peux apporter un petit complément si vous le souhaitez. Voilà, oui, en fait, le service, c'est un peu moins de 6700 personnes. Il est responsable des infrastructures du ministère en métropole, en Outre-mer et à l'étranger, ce qui explique un petit peu le patrimoine foncier, qui est le premier patrimoine immobilier de l'État. Et effectivement, entre les investissements et les travaux de maintenance, cela représente à peu près 2,1 milliards l'année dernière de travaux et d'investissements. Et à côté de cela, nous sommes responsables aussi de l'achat d'énergie, gaz, électricité et énergie renouvelable, à l'exception de tout ce qui est lié à la mobilité des véhicules du ministère, puisque là, c'est le service de l'énergie opérationnelle, ex-service des essences désormais. Alors, pour se recentrer, mon général, pardonnez-moi, parce que le temps, c'est ce que c'est. C'est comme l'armée, si on arrive trop tard, c'est trop tard. Pour nous recentrer sur la question qui nous intéresse de l'énergie renouvelable et du photovoltaïque, j'ai entendu, comme beaucoup ici, je pense, parler du fameux plan. Alors, je ne sais pas si on dit plan soleil ou plan au soleil. Place au soleil. Place au soleil. Ce plan qui vise à mettre à disposition par l'État justement du foncier pour construire des projets, les projets qui nous intéressent dans le cadre de ce colloque et de ces émissions, sur le photovoltaïque. De quoi s'agit-il et comment le ministère, auquel vous appartenez depuis longtemps, travaille sur ce place au soleil? Alors, le plan place au soleil est un plan effectivement interministériel. Le ministère des Armées, étant donné qu'il représente près de 270 000 hectares, a donc un rôle à jouer dans ce plan. Et nous avons pour objectif, effectivement, d'y contribuer à hauteur de 2000 hectares dédiés au photovoltaïque. 2000 hectares sur plusieurs années? 2000 hectares sur 3-4 ans, sachant que sur ces 2000 hectares, il y en a 400 qui feront l'objet de cessions de terrain, mais qui seront comptabilisés effectivement dans les 2000. Et les 1600 autres, ce seront des terrains par le biais d'autorisations d'occupation temporaire qui font l'objet d'appels à manifestation d'intérêt. Nous en avons déjà eu l'année dernière à hauteur de 400 hectares. Aujourd'hui, il y a à peu près 1000 hectares qui ont été recensés. Nous travaillons sur le recensement des autres surfaces. Ils sont situés où, tous ces hectares ? Un petit peu partout en métropole, pour commencer. Le premier champ photovoltaïque d'envergure va se situer à Creil, sur une ancienne base aérienne, puisque là, ce sont 250 hectares qui ont été recensés. Rassurez-moi, la base 105 à Évreux, où j'ai fait ma PMS, c'est pas concerné. Si, puisque en fait, la base aérienne n'a plus d'activité aéronautique. Voilà, donc elle est concernée. Donc elle est concernée, ce n'est plus une base aérienne. Et donc toutes les surfaces aéronautiques vont être dédiées justement à cette production d'énergie photovoltaïque. Bon, la PMS est un peu loin, donc on oublie. Thierry Vergnaud, quand vous entendez le général Fontan nous parler de ces hectares, vous étiez au courant évidemment de ce plan Place au Soleil. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Ça présente des opportunités qui paraissent assez fantastiques. Toute opportunité qui peut se présenter de pouvoir rendre disponibles des espaces de manière à produire de l'énergie verte,
nous intéresse. Donc les services de l'État et le service des armées, enfin le ministère de la Défense, est un des ministères qui est parmi ceux qui disposent de plus de foncier au niveau national. Donc le fait que l'État ouvre ces territoires de manière à pouvoir produire de l'énergie, notamment parfois dans des régions qui sont très ensoleillées ou des régions sur lesquelles il y a un foncier qui est très important, nous intéresse. Donc de toute façon, par rapport à ces possibilités, nous nous présentons, nous ne sommes pas les seuls, l'ensemble de la filière est intéressée. Et je profite de cette table ronde pour, en parlant un peu au nom de la filière, en disant que c'est un élément qui est très important. Notre groupe est parmi les 3 plus gros producteurs d'énergie au monde. Bien sûr. Nous avons une expérience sur différents continents, et notamment également en Espagne, qui est plus proche. Et en fait, l'expérience que nous avons sur ces appels d'offres liés au service de l'État et liés à ces très grandes surfaces est différente suivant les pays. Et aujourd'hui, ce que nous souhaiterions, c'est qu'il y ait une dynamisation de ces appels d'offres, qu'il y ait plus de transparence dans les résultats et les publications des résultats, de manière à ce que la filière photovoltaïque en France puisse bénéficier de cette expérience, de manière à ce que nous puissions tous ensemble progresser. Alors, je vois une question là, peut-être qu'elle s'adresse à vous. Bon, on parle des terrains libérés par l'État par le biais du ministère de la Défense. Bon, je résume un petit peu, parce que, en général, je suis un peu caricatural, mais on me dit, et qui gère le foncier important de la SNCF ? Je pense que la SNCF a une structure dédiée pour la gestion du foncier. Ouais. Après, c'est un peu compliqué, la SNCF, entre RFF et la SNCF les réseaux qui gère l'exploitation. Oui. Donc, ça dépend un peu des endroits, mais la SNCF dispose de pas mal de fonciers. Ça, c'est un foncier intéressant aussi. Alors, bon, vous n'êtes pas en charge, mais ce foncier de la SNCF, c'est une question intéressante. Il y a quand même beaucoup de surface. Il y a beaucoup de surface, mais je pense qu'il doit avoir la même problématique que nous. Entre les surfaces, effectivement, qui sont en gestion et les surfaces disponibles, ce sont 2 questions différentes. Voilà, le patrimoine du ministère des Armées, il y a des surfaces quand même qui sont dédiées à l'entraînement des forces, des surfaces qui sont protégées aussi par différentes servitudes, aéronautiques, électromagnétiques et autres. Donc tout n'est pas forcément disponible. Et la SNCF doit être confrontée aux mêmes difficultés. Oui, alors peut-être qu'avec la réactivation du réseau, vous savez, des liaisons courtes, peut-être qu'il y aura moins de terrain disponible pour la SNCF dans les années qui viennent, mais j'en sais rien. Je viens vers vous Olivier Vermorel. Je disais tout à l'heure, VNF, bon, sauf pour les initiés, mais Voies navigables de France, ça dit quelque chose à beaucoup de gens. En tout cas, moi, ça me disait évidemment beaucoup de choses. Il y a une vieille, je ne vais pas parler d'histoire d'amour, mais il y a une vieille histoire finalement entre VNF, entre les Voies navigables de France et le développement des énergies renouvelables. Tout à fait. Nos missions principales donc de gestion et d'entretien du réseau de voies navigables qui nous sont confiées tournent autour de plusieurs missions, dont le développement du trafic fluvial, le développement également d'activités touristiques sur ou bord à voie d'eau, la valorisation du domaine. Et bien sûr la gestion hydraulique de notre réseau. Et donc historiquement, cette histoire d'amour avec les énergies renouvelables que vous évoquez, c'est toute une culture qui existe depuis pas mal de temps avec des centrales de production d'hydroélectricité qui sont positionnées sur notre territoire. Et c'est ce qui nous a, on va dire, donné une appétence aux énergies renouvelables et nous conduit à réfléchir à valoriser aussi notre domaine qui est quand même important, et là aussi c'est le domaine, on va dire brut, qui est de 40 000 hectares gérés, oui. Mais de trouver parmi ce domaine les hectares qui peuvent présenter un potentiel pour du photovoltaïque. Alors mon général, tout à l'heure je rappelais qu'il y avait l'OPEX avec le député Fugit, ces choix scientifiques qui sont faits notamment dans le monde agricole, puis il y a les OPEX, les théâtres d'opérations extérieures où les armées françaises combattent pour notre liberté et notre sécurité. Là aussi, on peut dire que les énergies renouvelables vont faire leur apparition. Comment est-ce que ça se traduit, ce changement de siècle, de mode, d'appétence sur les théâtres d'opérations extérieures ? Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour fournir l'énergie nécessaire au soutien des forces en opération extérieure, aujourd'hui, tout fonctionne à partir de centrales électriques où on assemble des groupes électrogènes de plus ou moins grande puissance, et donc tout cela fonctionne avec du gasoil. Voilà. Donc cela présente, le recours aux énergies renouvelables présente 2 avantages. D'une part,
voilà, quand vous avez une base qui est développée sur Gao ou d'autres bases comme celle-ci sur l'opération Barkhane, vous avez quand même des trajets longs pour acheminer le gasoil, donc l'énergie nécessaire à la production d'électricité. Donc ça présente une certaine fragilité. Donc sous l'aspect résilience, le recours aux énergies renouvelables pour viser quelque part une autoconsommation, c'est intéressant. Et puis, bien évidemment, le fait d'avoir une empreinte carbone maintenant en opération extérieure qui va aller en décroissant est très intéressant pour nous. Voilà. Donc, nous avons expérimenté déjà certains types de recours aux énergies. On a quelques expérimentations à base de photovoltaïque, de groupes électrogènes à partir d'hydrogène également. Alors, on l'expérimente en opération extérieure, mais on l'expérimente également sur d'autres territoires. Finalement, le développement de panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire une énorme bêtise en général, mais c'est plus sécurisant pour l'alimentation en énergie que de se trimballer, au-delà de l'aspect pollution, avec des citernes de gasoil qui peuvent être attaquées et donc qui peuvent couper nos forces de leur énergie. C'est cela, mais comme c'est une énergie alternative, d'où les besoins en énergie sont constants, avec des pics de consommation. Quand vous avez effectivement un GTIA qui rentre d'opération, qui a besoin de se reconditionner, donc c'est les besoins en eau chaude, en clim, en énergie pour les PC qui sont importants, de jour comme de nuit. Et donc, derrière le photovoltaïque, il y a la question derrière du stockage aussi. Voilà. Mais ce que nous expérimentons également, c'est du photovoltaïque qui sert, par exemple, à faire de l'électrolyse, ou de l'hydrolyse, pardon, pour produire de l'hydrogène. Cet hydrogène servant, lui, ensuite à alimenter... Alors, vous n'avez peut-être pas vu tout à l'heure, mais on avait dans la table ronde la question du stockage de l'énergie solaire avec ce maire de la région de Rouen qui expliquait qu'il avait mis des panneaux photovoltaïques sur l'église de sa commune et qu'il stockait l'électricité dans des batteries qu'il avait mis dans une armoire de l'église. Vous voyez, donc c'est possible, on peut stocker. J'aimerais que l'on rejoigne maintenant Vincent Reynaud, qui est le président de la commission environnement nationale des producteurs de granulats, pour que vous nous rappeliez un peu comment vous rentrez dans le processus du sujet qui est le nôtre aujourd'hui, des projets de photovoltaïque, et puis peut-être que vous nous expliquiez un peu aussi les spécificités et tous les enjeux, parce qu'il y a aussi des enjeux de biodiversité quand on exploite, j'imagine, des carrières. Tout à fait. Tout à fait. Merci de me donner la parole au nom de l'Union nationale des producteurs de granulats. La différence avec le général et avec le représentant de VNF, c'est que je vais parler en tant qu'organisation professionnelle, ce qui sous-entend que nous n'avons pas de droit de regard sur le foncier de nos adhérents. Alors l'UNPG, pour resituer en quelques chiffres, c'est 1300 entreprises et au total, c'est de l'ordre de 3000 carrières en activité. Alors si je précise en activité, c'est parce que la réglementation fait que les carrières sont des installations classées pour la protection de l'environnement, avec une durée limitée, qui sont des durées qui sont assez longues, puisqu'on peut aller jusqu'à 30 ans, et avec une obligation de remise en état. Et donc, ce distinguo entre carrière active et carrière remise en état est assez voisin des problématiques de VNF ou de l'armée, à savoir que le foncier, il est d'abord destiné, le foncier des exploitants de carrière, il est d'abord destiné à produire des matériaux de construction. Alors, par rapport au sujet, effectivement, nos professionnels ont été approchés de longue date par des opérateurs et a fortiori depuis 2014, 2015 et 2016, à savoir la dernière génération d'appels d'offres Creux 4.1, 2, 3, 4, etc. Et alors, si vous me permettez, effectivement, vous avez souligné un certain nombre d'enjeux. J'ai souligné l'aspect réglementaire qui est quand même très prégnant sur une activité de carrière. On ne fait pas ce qu'on veut. C'est un processus assez long. Avant d'avoir son autorisation et pendant qu'on exploite, il y a des obligations et notamment une obligation de remise en état. La remise en état, elle est validée en amont, dès avant même l'obtention de l'autorisation, et c'est la feuille de route. Alors,
valider ne veut pas dire figer. On a la possibilité de procéder à des modifications pour intégrer en particulier des évolutions sociétales. Par rapport au sujet qui est le nôtre, qui aurait imaginé 15-20 ans en arrière qu'on puisse mettre, ou qu'on ait besoin de mettre des panneaux photovoltaïques sur des sites et qu'on ait besoin d'en mettre autant. Donc, la réglementation, elle est certes ferme, mais elle permet quand même des évolutions, et moyennant une concertation et l'accord des différentes parties, en premier lieu desquelles les services de l'État. Le deuxième point, c'est que ces carrières sont en propriété privée. On n'est pas sur des biens publics. Quelques collectivités ont du foncier, mais c'est très très marginal. Et donc, par rapport à ce point-là, les exploitants de carrières peuvent être propriétaires des terrains, mais quelquefois ils n'en sont que concessionnaire. Et donc ça pose quoi comme question, comme problème, Vincent Reynaud ? Ça pose qu'une fois que la carrière a été remise en état et qu'elle n'est plus une carrière au sens de la réglementation, que ça devient une ancienne carrière, le propriétaire récupère récupère son bien, et donc le droit d'y faire ce qu'il entend. Alors, je vais vous redonner la parole. Je vais vous redonner la parole, Vincent Reynaud, dans quelques secondes. Mais je voudrais interroger aussi Thierry Vergnaud sur un sujet. On l'a vu tout au long de ces tables rondes, et j'aimerais que vous nous parliez directement, franchement. Très franchement. Très franchement. Très bien. Quelle est la question, le souci majeur dans le développement du photovoltaïque dans notre pays ? Vous êtes un des champions du monde de cette question, vous l'avez dit tout à l'heure. Attendez, je vais vous faire un QCM. Vous allez voir. C'est la question du foncier dont on traite. C'est le millefeuille administratif, c'est la difficulté à l'État parfois de tenir ses promesses, par exemple sur la tarification. C'est un peu de tout ça ? Je vais vous surprendre, c'est tout mon général, l'ensemble. Donc en fait, les problématiques que vous évoquez, c'est l'ensemble de ces points, un par un, qui, je ne dirais pas qui posent problème, mais qui sont des éléments sur lesquels on doit porter toute notre attention. Si je reviens simplement sur les sujets d'AMI et d'appel d'offres qui sont formulés. Aujourd'hui, il y a une vraie problématique, c'est-à-dire que des appels d'offres sont lancés. Donc en fait, des opérateurs vont définir une puissance qui vont arriver à produire sur cette surface-là. Ça nécessite pas mal d'études. Et au final, on a une forte probabilité que la puissance qui est annoncée au départ, qui fait que nous sommes sélectionnés ou pas à cette AMI, soit réellement construite. Donc ça, c'est un point de vigilance, d'attention qui est surprenant. Parce qu'aujourd'hui, si on est sur une grande base et qu'on fait des études environnementales, c'est ce qui est demandé, puisque les éléments de l'armée mettent une notation à 35% sur les éléments environnementaux, ce qui est très vertueux. Mais derrière, en fait, un opérateur il peut dire finalement, je vais mettre le maximum de puissance. Les études futures me diront qu'il va falloir réduire. Mais en tout cas, moi, j'aurais été adjudicataire. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème qui se pose, c'est que lorsque nous allons répondre à des AMI, on va définir un prix de location sur une puissance qu'on va déterminer. Et derrière, plus le prix sera élevé, plus la chance que nous avons de gagner, cette compétition est forte. Mais l'histoire, elle ne se termine pas là. C'est-à-dire que derrière, on doit aller à un appel d'offres de la commission de régulation. Et là, on a un effet inverse. C'est-à-dire que plus le loyer que nous proposons est cher, plus le prix que nous allons proposer à la commission de régulation devra être élevé, puisqu'il va falloir payer ça. Et ça va poser un problème. Donc en fait, ce que nous souhaiterions, c'est qu'il y ait une vraie transparence sur l'ensemble de la chaîne et de la filière, de manière à ce que tous nous puissions progresser. C'est super important. Alors j'aimerais qu'on aborde un dernier thème, messieurs, c'est celui des plans de relance. Vous l'avez vu, à cause de la crise sanitaire. Voilà aussi pourquoi Vincent Reynaud est à distance, comme d'autres invités de cette émission. Il y a la crise sanitaire, il y a des plans de relance au niveau européen, il y a des plans de relance au niveau français. Comment, en général, les CID, le grand service que vous dirigez, participent à ce type de plan de relance, par exemple français, dans le domaine de la transition écologique. On reste sur ce sujet-là, de l'énergie renouvelable ou du photovoltaïque.
comme pour l'ensemble des ministères et sur l'ensemble des régions, y compris ultramarines, nous avons proposé un certain nombre de projets à hauteur de 700 millions. Ensuite, il y a eu un partage de réalisé par la direction de l'immobilier de l'État. Et pour le plan de relance sur les 3 prochaines années, effectivement, nous héritons de un peu plus de 170 millions de projets à lancer dès le mois de janvier et février, puisque l'intérêt, c'est d'avoir des retombées très rapides. Donc ce sont des engagements en 2021, et puis des paiements qui vont s'étaler sur 21 et 22 pour effectivement irriguer tous les réseaux économiques régionaux. Donc pour nous, le plan de relance, ça couvre différentes opérations qui vont du remplacement de chaudières à fioul sur certains sites jusqu'à des opérations d'isolation par l'extérieur de bâtiments, et ça peut aller jusqu'à des contrats de performance énergétique sur l'ensemble d'une base. Mais ça peut être aussi, là on parle de photovoltaïque, mais dans les projets, nous avons aussi l'ambition d'avoir recours au réseau de chauffage urbain, biomasse, biométhane et autres. Donc, Olivier Vermorel, les voies navigables de France, je ne sais pas si ça leur passe au-dessus de la tête ou au-dessous des pieds, ces plans de relance, mais en matière de transition écologique, et vu ce que vous rappeliez tout à l'heure de l'histoire entre l'énergie renouvelable, les énergies renouvelables et les voies navigables de France, vous avez peut-être votre épingle à tirer du jeu, peut-être des projets aussi ? Oui, alors le plan de relance ne nous passe ni en dessous des pieds ni au-dessus de la tête, puisqu'on est directement concerné par des investissements importants qui concourent tous à la vocation très développement durable de l'établissement. Ceci étant, pour rester sur le sujet photovoltaïque, on a effectivement des projets qui sont lancés. Alors comme ce que l'on évoquait précédemment, on est soumis aux règles de la gestion des propriétés publiques de l'État, donc une mise en concurrence, etc. Et cette mise en concurrence, concrètement, c'est par appel à projet ou appel à manifestation d'intérêt qu'on l'organise. Par rapport à ce qui était dit aussi précédemment, une réflexion qu'on mène, c'est d'essayer de calibrer au mieux la surface vraiment qui amène un potentiel pour éviter des échecs ou des pertes en ligne plus tard sur le potentiel qui a été affiché, et donc pour éviter par exemple d'imaginer équiper du linéaire le long des canaux alors que c'est plutôt des terrains plus rectangulaires qui ont un intérêt. Et dans ce cadre-là, on a prochainement des appels à projets qui devraient aboutir sur plusieurs sites sur la Saône ou dans le Sud, où on réfléchit aussi à mobiliser des surfaces d'étangs ou barrages réservoirs qui servent à l'alimentation de nos canaux, mais qui potentiellement peuvent être intéressants pour du photovoltaïque flottant. En général, sur ce sujet Non, pas grand-chose à ajouter, mais il y a un point également qui est intéressant d'être à évoquer, c'est que on a des terrains qui sont un petit peu dispersés sur le territoire, mais il y a le problème du raccordement également au réseau électrique. Tout à fait. Qui n'est pas neutre en termes de coût. Donc ce raccordement, que ce soit au réseau électrique ou au réseau de GRDF, si on veut produire du biométhane, effectivement, ce sont des coûts à intégrer en amont. Vincent Reynaud, sur le plan de relance dont on parlait ici, autour de cette table, qu'est-ce que dans le secteur qui est le vôtre, vous en attendez, en recentrant évidemment sur le sujet qui est le nôtre ce matin ? Alors sur le sujet de l'énergie, on n'a pas énormément d'actions. Les exploitants de carrière sont à la fois en amont de l'acte de construire, mais très en aval de la décision. Et donc ce qui induit que une grande partie de notre demande étant d'origine publique, on s'engagera aux côtés des différents clients, donneurs d'ordre public, et notre axe, c'est véritablement le mieux-disant, à savoir la construction bas carbone, dans laquelle on compte s'engager, l'économie des ressources, par le biais de toutes nos actions en matière de recyclage et d'économie circulaire, mais également sur nos sites de production, une meilleure compréhension de notre consommation d'énergie, quelle qu'elle soit, sachant qu'on a quand même une large part d'énergie électrique qui, ça n'aura échappé à personne en France, est d'origine largement nucléaire. Donc
sur ce point-là. Et après, on est bien évidemment ouvert à toutes les propositions et toutes les sollicitations qui nous permettront de nous engager dans ce mouvement global et collectif. Thierry Vergnaud, je voulais avoir votre analyse plus globale, j'allais dire, puisqu'on aborde la question du nucléaire. On a vu, c'était une promesse d'un ancien président de la République, une centrale nucléaire fermée. Fessenheim, pour ne pas la citer, en Alsace. On a en même temps des énergies renouvelables qui montent en puissance, mais qui ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour prendre le relais de ce qui fermerait ou ce qui ferme dans le nucléaire. Et on voit bien, comme en Allemagne, puisque les écologistes ont fait fermer des centrales nucléaires, qu'on est obligé de remettre en route des centrales à charbon, qui sont très, évidemment, qui émettent beaucoup de CO2, alors qu'on rappelait tout à l'heure l'objectif de la Commission, de réduire de 55% les effets de ces gaz à l'horizon 2030, je crois. Bien. Comment est-ce que vous envisagez la suite? C'est-à-dire, est-ce que la montée en puissance des énergies renouvelables, dont photovoltaïque, sera suffisante pour prendre le relais éventuellement d'un parc nucléaire qui fermerait petit à petit? Ou bien est-ce qu'on est, pendant de longues années, et c'est inquiétant, soumis aux centrales à charbon? Alors, il ne vous a pas échappé... Enfin, si, peut-être. Il ne m'a pas échappé que vous étiez aussi un journaliste politique. Donc en fait, les éléments dont vous parlez dépendent vraiment de la volonté politique de nos dirigeants de savoir de quelle manière ils vont pousser le curseur. On n'est pas des familles qui opposent les énergies, on ne va pas passer d'un monde à un autre. Le tout, c'est qu'on soit dans une phase de transition. Et tout à l'heure, vous parliez du plan de relance. Le plan de relance, les industriels du secteur sont prêts. Nous, on ne demande qu'à investir, on ne demande qu'à développer des projets, on ne demande qu'à pouvoir faire notre travail et pouvoir développer l'activité et créer des emplois. On n'est pas là pour opposer ou le nucléaire ou pas. Le nucléaire, Alors, je vais recentrer ma question pour terminer. Comment la montée en puissance des énergies renouvelables, essayons d'être précis, du photovoltaïque, à partir de quel moment, il y a l'éolien, oui, bien sûr, mais à partir de quel moment l'éolien offshore, l'éolien, le photovoltaïque ou d'autres énergies renouvelables seront en capacité de prendre le relais des puissances installées pour l'ensemble du pays? Elles sont déjà en capacité de prendre le relais ou de prendre leur part à la production électrique nationale. C'est pas la même chose. Non, d'accord. Mais pour répondre à votre question, pour moi, c'est le plus tôt possible. Oui, d'accord. Mais ça dépend. Donc pour vous, c'est simplement une volonté politique? C'est une volonté politique et une planification. Voilà, en général. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Oui, après, il faut poser aussi une capacité de production qui peut être pilotée, qui peut avoir des variations de charge, et puis une capacité de production intermittente. Le photovoltaïque, surtout en cette saison, ça marche quand même moins bien. Et si vous vous trouvez de nuit sans trop de vent, voilà. Les éoliennes, ça marche moins bien aussi. Voilà, donc il faut avoir derrière une capacité justement de pouvoir réguler la production par rapport aux appels de puissance sur le territoire. Mais on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Derrière, il y a cette nécessité aussi de possibilités de stockage. Absolument. Voilà, écoutez, on va rester sur ça, mais c'est une question que je voulais vous poser parce que c'est une question de Béotien en même temps. C'est une question que tout le monde se pose, c'est-à-dire c'est formidable, mais d'un autre côté on a ça, on est en train de réactiver les centrales à charbon alors qu'on veut réduire la pollution et qu'on a 112 des énergies renouvelables qui sont magnifiques. On a des magnifiques parcs offshore à construire, on a des magnifiques possibilités de construction et de production. Faisons travailler la filière des énergies renouvelables de façon la plus dynamique possible et la plus souple possible. Voilà, merci à vous Thierry Vergnaud, directeur du développement d'Iberdrola France, marque évidemment très connue mondialement dans le secteur qui est le nôtre, à Olivier Morel, le directeur adjoint de l'ingénierie et de la maîtrise à VNF, les voies navigables de France. À distance, Vincent Reynaud, merci, c'est plus difficile évidemment qu'être sur un plateau, vous êtes le président de la commission environnement des producteurs de granulats, et puis au général Fontan, directeur central du service des infrastructures de la Défense au ministère des Armées. Merci beaucoup. Dernière table ronde de cette émission en direct. N'hésitez pas à poser vos questions. J'en ai une peut-être pour vous. Tenez, une petite dernière. Quelle est votre vision sur le solaire flottant
pour les exploitants de carrière. Alors, je ne sais pas si c'est... Vous ne pouvez pas mieux tomber. Ah bah écoutez, chef. Avec M. Reynaud, ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce sujet. Oui. Donc, on a travaillé le sujet du photovoltaïque, notamment flottant, sur les carrières dans la vallée de la Garonne. Donc, il y a un avenir, M. Reynaud, énorme. Hein, il y a un avenir et ça fait déjà une dizaine d'années qu'on y travaille. Juste un mot, M. Reynaud, pour conclure. Juste un mot. Sur le solaire flottant. Pour les exploitants de carrière. C'est une des voies qui est intéressante. Après, question posée depuis Lille. C'est une voie qui est éminemment intéressante, en particulier pour nos activités, dans le sens où à peu près une carrière sur deux est une carrière en eau. Pour autant, il ne faut pas oublier un ou deux enjeux importants, et notamment celui de la biodiversité. Oui, on y revient. L'occasion pour moi de compléter, c'est-à-dire qu'on a souvent l'image d'une carrière en milieu stérile, et donc stérile, pas de vie. Bien au contraire, la biodiversité s'exprime dès le premier coup de pelle, dès les premiers jours d'activité, tout au long de la durée de vie de la carrière et même après. Et donc, on se retrouve avec les mêmes préoccupations que pour des carrières terrestres, à savoir de bien comprendre la nature qui s'exprime sur le site. Là, en l'occurrence, c'est une nature aquatique ou amphibie, mais ça peut être aussi des oiseaux. Et ça mérite aujourd'hui, comme c'est nouveau, probablement plus d'études, de suivi. Étude ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais sur les projets qui peuvent être engagés, de suivre, d'avoir des données fiables pour pouvoir arriver à concilier les différents enjeux. Ok. De production d'énergie, d'utilisation d'eau et de biodiversité. Merci beaucoup Vincent Reynaud, et on a tous été, même si c'était dangereux, pêcher des têtards dans des petits lacs, naturels ou pas, des carrières que vous exploitez. Bon, j'étais plus jeune, donc maintenant il y a prescription. Merci beaucoup à tous les quatre. Nouvelle table ronde avec Florence Roussel, ma consoeur d'Actu Environnement. On va parler après le foncier des bâtiments, comment changer d'échelle. Merci beaucoup et à bientôt.